bonjour et bienvenue dans une nouvelle séance d'apprentissage destinée aux élèves de la 4e année, section Sciences de l'informatique, matière technologie de l'information et de la communication. Je tiens à vous informer que toutes les connaissances initiées durant cette leçon sont présentées par Ghofran Omranaya, professeur principal hors classe, lycée Chedli Atallah Kirouan, sous la supervision de M. Abdelrazek Bazaoui, inspecteur général des écoles préparatoires et lycées secondaires. Notre leçon d'aujourd'hui s'intitule « Manipulation de PHP MyAdmin ». Chers élèves, suivez attentivement pour qu'à la fin de la leçon, vous serez capable de créer une base de données, de remplir la base de données et de la modifier si c'est nécessaire. Notre plan se compose d'un petit rappel à propos du fonctionnement du site web dynamique, une partie introductive sur la notion de PHP MyAdmin et ses principales fonctionnalités, une partie consacrée pour la création de la base de données, une autre pour la manipulation de la base de données et nous allons finir par une partie évaluation. Alors, un client demande une page auprès du serveur, il envoie donc une requête HTTP au serveur et le serveur doit lui fournir la page de la façon suivante. Donc le serveur transmet le script au PHP. PHP, en analysant le code, s'il trouve des requêtes vers une base de données MySQL, alors il transmet les requêtes à MySQL. MySQL interroge la base et fournit les informations voulues. PHP génère du code HTML et transmet le fichier au serveur. À ce moment-là, le serveur l'envoie au navigateur du client pour l'interpréter et afficher la page résultat. Donc, le fonctionnement d'un site web dynamique se compose d'un côté client et un côté serveur. En s'intéressant au côté serveur, nous remarquons qu'on est souvent amené à accéder aux bases de données. La question ici qui se pose, quelles bases de données? Comment ces bases sont-elles créées? Comment ces bases doivent-elles remplies? Est-ce qu'on peut modifier ces bases de données? Un ensemble de questions qui tournent autour d'une réponse qui fera l'objectif de notre leçon. PHP MyAdmin. Eh bien, c'est quoi PHP MyAdmin? Et donc, comment peut-on utiliser PHP MyAdmin? Nous commençons par une définition. PHP MyAdmin, c'est une application web réalisée en PHP. S'occupe de l'administration d'un serveur de base de données MySQL. PHP MyAdmin représente la plus célèbre interface pour gérer une base de données MySQL sur un serveur PHP. Parmi les principales fonctionnalités de PHP MyAdmin, on peut citer la création et la manipulation d'une base de données, l'importation de données dans divers formats, l'exportation des données dans divers formats, la gestion des utilisateurs MySQL, l'exécution de requêtes SQL. De notre leçon, nous allons nous intéresser à la création et la manipulation d'une base de données. Ceci ne peut se faire qu'à travers l'étude de l'interface du PHP MyAdmin qui fonctionne de la façon suivante. À gauche, l'explorateur de base de données dont on sauvegarde les différentes bases du serveur. Tout en haut, le fil d'Ariane représentant le chemin d'accès de notre base de données. Nous avons aussi les différents onglets d'action, puis la partie qui se changera selon la base active. Pour mieux comprendre les choses, nous allons commencer par une application. Soit la base de données d'une agence de voyage, les voyageurs occupent
occasionnellement des logements pendant des périodes plus ou moins longues et exercent quelques activités. Voici la représentation textuelle de la base. Donc la base est composée par 3 tables, voyageurs, logement, séjour. Question, créer la base de données AG voyage. Pour ce faire, on doit faire un zoom sur les différents champs des tables de notre base. Commençons par la table voyageurs, composée par ID voyageur. C'est un entier de taille 3 représentant l'identifiant du voyageur et c'est la clé primaire de la table. Nom, c'est une chaîne de 20 caractères, donc c'est le nom du voyageur. Prénom, c'est une chaîne de 20 caractères et c'est le prénom du voyageur. Ville, chaîne de 30 caractères et c'est la ville du voyageur. Passons à la table logement. Elle se compose du code log, chaîne de 4 caractères, c'est l'identifiant du logement et c'est la clé primaire de la table. Nom, chaîne de 30 caractères, c'est le nom du logement. Type, chaîne de 10 caractères, représente le type du logement. Lieu, c'est une chaîne de 30 caractères et c'est l'adresse du logement. Activité, c'est une chaîne de 10 caractères et ça représente l'activité du voyageur. La dernière table, table séjour. ID séjour, c'est un entier donc de taille 3 et il représente l'identificateur du séjour, c'est la clé primaire. ID voyageur, c'est un entier et c'est la clé étrangère référençant à la table voyageur. Code log, chaîne clé étrangère référençant à la table logement. Date entrée de type date et ça représente la date d'entrée du voyageur. Date sortie aussi de type date et ça représente la date de sortie du voyageur. On va commencer par la création de notre base de données. Pour ce faire, donc, on doit cliquer sur Nouvelle base de données, saisir le nom de notre base de données, choisir l'interclassement et valider par un clic sur Créer. À propos de l'interclassement, c'est quoi l'interclassement? Un ensemble de questions qui tournent dans ma tête. Est-ce que je peux utiliser des caractères avec accent ou non? Est-ce que les majuscules viennent avant les minuscules ou le contraire? Un ensemble de règles qui doivent être donc planifiées par l'interclassement. L'interclassement, c'est la table de caractères qui va être utilisée par votre base de données. D'une manière générale, en gérant l'interclassement, on peut choisir la table de caractères qu'on veut ou qu'on peut utiliser. Pas de souci. Donc, on vous conseille d'utiliser l'UTF-8 Général CI. C'est quoi l'UTF-8? C'est l'encodage, c'est le jeu de caractères. Et pourquoi Général CI? Parce que Général CI est la table la plus large, stockant les caractères du latin à l'orientaux. Donc, Général CI, c'est la table de correspondance spécifique à l'encodage. Le CI indique que c'est case insensitive, c'est-à-dire insensible à la casse. C'est-à-dire que les majuscules et les minuscules auront la même valeur et c'est important au niveau des recherches. Si par exemple je cherche quelque chose qui commence par A, ils m'auront les A majuscules et les A minuscules. Retournons à notre base de données. Donc, le nom de la base est AG Voyage, l'interclassement UTF-8 Général CI et on valide par OK. Et c'est bon, là, donc PHP-MyAdmin fait la magie pour nous et il nous crée la base AG Voyage tout à gauche. Passons maintenant à la création des tables de notre base de données. Donc, au niveau du nom, on doit saisir le nom de la table, nombre de colonnes pour spécifier le nombre des champs de notre table et on valide par exécuter. Nous commençons
par la première table, qui est la table voyageur. Donc, le nom de ma table, c'est voyageur. Nombre de colonnes, 4, car ma table se compose de 1, 2, 3, 4 champs. Et je valide par un clic sur exécuter. À ce moment-là, on se trouve devant ce formulaire, toujours sous la table voyageur, un formulaire qui est plein d'informations, mais c'est pratiquement simple. Au niveau du nom, on saisit le nom du champ de la table. Au niveau du type, je précise le type de mon champ. Remarquez ici que MySQL m'offre une multitude de types, ce qui me donne la possibilité d'entrer des types d'informations différents. Avec taille et valeur, on spécifie donc la taille de mon champ. Au niveau de valeur par défaut, aucun attribut, aucune valeur au champ, tel que défini, donne la possibilité d'attribuer une valeur par défaut au champ. Nul attribue la valeur nulle à votre champ. Current timestamp, la dernière ici, donc attribue la date courante au champ. Et faites attention, current timestamp ne fonctionne que si vous avez choisi au niveau du type timestamp. L'interclassement donc sera celui de la base de données. Au niveau de l'attribut binary, si le champ est composé de valeurs binaires, unsigned, si donc le champ est positif, par exemple un âge ne peut être que positif, donc l'attribut peut être unsigned. Unsigned zero fill, c'est-à-dire que le champ est positif et en plus que ça, je veux que mon champ aura une taille idéale, c'est-à-dire continuer par des zéros jusqu'à atteindre la taille idéale. Exemple, si par exemple, au niveau de taille, j'ai 3 et au moment de l'insertion, on va le voir plus tard, j'insère la valeur 1. Donc, il m'ajoute automatiquement 2 zéros. Donc, j'aurai 0, 0, 1. Par la suite, il a continué par des zéros jusqu'à atteindre la taille spécifiée ici. Au niveau de nul, on ne doit pas cocher si mon champ ne doit pas accepter les valeurs nulles. Avec index, on choisit la clé primaire et AI pour indiquer, ici le AI, pour indiquer que le champ va s'incrémenter automatiquement. AI, ça veut dire auto-increment, donc il s'incrémente automatiquement. Donc mon champ ici forme la clé primaire, je choisis primary. À ce moment-là, une fenêtre s'affiche. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit valider le choix de la clé primaire. Comment? Par un clic sur exécuter. En cliquant sur exécuter, mon champ devient la clé primaire de la table et bien sûr, donc nous continuons avec la même manière les autres champs. Nom, varchar, taille 20, prénom, varchar, taille 20, ville, varchar, taille 30. Après la saisie des caractéristiques des différents champs, on va se diriger au moteur de stockage. On doit changer la valeur par défaut de MyISAM par InnoDB. Et pourquoi InnoDB? Parce qu'il accepte les transactions et les clés étrangères. Donc, à la fin, on enregistre. Et au moment de l'enregistrement, nous sommes sous la table voyageur. Grâce à l'onglet structure, on est devant une vue, si vous voulez, de notre table avec la clé primaire de la table, les différents champs déjà spécifiés, les différents types déjà choisis, l'interclassement aussi qui est hérité de la base de données. De même pour la table logement. Donc vous voyez le code log qui forme la clé primaire. Donc ici, le symbole de clé jaune indique la clé primaire, les différents champs, les types, les interclassements et ainsi de suite.
Passons à la table séjour. On va utiliser une autre méthode pour la création de la dernière table en cliquant automatiquement donc, sur Nouvelle table. Par la suite, on se trouve devant ce formulaire. Dans ce formulaire, on doit préciser le nom de la table. Faites attention ici, pour colonne, n'indique pas le nombre des champs de la table comme c'est dans la première méthode. Ici, vous devez spécifier le décalage entre les colonnes qui sont données par défaut dans le formulaire et le nombre des champs de la table si c'est nécessaire. Prenons notre exemple. Ici, dans la table séjour, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 champs. Et au niveau du formulaire, il m'offre ou il me donne 1, 2, 3, 4 colonnes. Donc, le décalage est d'une valeur. C'est pour ça qu'on doit introduire 1 et exécuter. À ce moment-là, il m'insère une autre colonne. Donc, j'introduis les différents champs, les différents types, sans oublier de spécifier le moteur de stockage. J'enregistre et par la suite, on se trouve donc devant cette vue de la table séjour avec la clé primaire, les différents champs, les différents types, etc. Passons maintenant à la création de contraintes de clés étrangères. Pour ce faire, donc, on peut passer par deux méthodes, ou bien en utilisant la vue relationnelle, ou bien en utilisant le concepteur graphique. Dans les deux cas, on doit se positionner dans la table en question, c'est-à-dire la table qui accueille les clés étrangères. Dans le cas, c'est la table séjour. Et dans les deux cas aussi, on doit préciser l'index, c'est-à-dire on doit créer un index sur les deux champs qui forment la clé étrangère. Dans le cas, nous avons ici ID voyageur et code log. Pour créer un index, je me positionne donc sur ce champ et on doit cliquer sur index. Vous voyez ici le mot index. À ce moment-là, une fenêtre s'affiche pour confirmer mon choix. Il me dit, faut-il vraiment exécuter alter table séjour add index ID voyageur? Donc, est-ce qu'il faut vraiment donc, modifier la table en ajoutant un index? Eh bien, je valide par OK. À ce moment-là, l'index sera créé sur le champ désiré. De même pour code log. Donc, lors de la création de l'index, remarquez l'apparition de deux symboles de clés grises à côté des champs qui doivent former la clé étrangère. Aussi, vous remarquez l'ajout au niveau de la table d'index. Donc, après, on doit cliquer sur donc, vue relationnelle pour qu'on se trouve devant ce formulaire. La première partie concerne les propriétés de la contrainte, nom de la contrainte et type de la contrainte. La deuxième pour colonne, c'est-à-dire pour la colonne qui supporte la clé étrangère. Ici, la base de données qu'on travaille avec. Par la suite, table désigne la table mère et colonne désigne la clé primaire de la table mère. Dans notre cas, alors, le nom de la contrainte ici est FK underscore séjour underscore voyageur. Le type de la contrainte, c'est on delete cascade, on update cascade. Donc, on delete cascade, ça veut dire si on va supprimer un enregistrement au niveau de la table mère, il sera supprimé au niveau de la table fille. De même pour la mise à jour. Donc, pour la colonne qui supporte la clé étrangère, c'est ID voyageur. La base de données AG voyage. Notre table mère est voyageur. Et la colonne qui représente la clé donc, primaire, c'est ID voyageur. On valide en cliquant sur enregistrer. À ce moment-là, notre contrainte sera, de clé étrangère sera créée.
Oups, un message d'erreur. Quelle est la cause, à votre avis? Faisons un zoom sur ce message. Cette requête, c'est la requête SQL qui me permettent de créer la contrainte de clé étrangère. MySQL, qu'est-ce qu'il a dit? Il me dit impossible d'ajouter des contraintes d'index externes. Eh bien, si vous êtes devant une telle situation, vous devez vérifier plein de choses. Par exemple, vérifier que l'index est créé dès le début. Vous devez vérifier est-ce que l'index a été bien créé. Vous devez vérifier est-ce que les deux champs portent vraiment exactement le même type. On doit commencer par la vérification des types des champs. Pour ce faire, on se rend donc sous notre base de données AG Voyage, cliquant sur plus, choisir concepteur. À ce moment-là, une fenêtre donc s'affiche portant les différentes tables de notre base de données. Ici, on s'intéresse à la relation entre voyageurs et séjour. Faisons un focus sur la clé primaire de la table donc voyageur. ID voyageur type int taille 3 unsigned. Faisons un focus sur la clé étrangère dans la table séjour. Faites attention, ID voyageur donc type int taille 11. Qu'est-ce qu'on doit faire ici? On doit donc corriger les informations erronées. S'il vous plaît, faites attention, au niveau de notre base AG Voyage, on va corriger donc les informations erronées au niveau de la table séjour. Donc pour cela, on se rend sous la table séjour, on s'intéresse à ID voyageur, on doit modifier son type en cliquant sur le petit crayon ici modifié. À ce moment-là, un formulaire s'affiche donnant donc la possibilité de modifier les types déjà définis. Donc, on s'intéresse à la taille, on s'intéresse à l'attribut. On doit donc saisir les valeurs correctes. Ici, c'est la taille 3 et l'attribut unsigned. On enregistre. Par la suite, donc, vous pouvez voir la modification qui est faite au niveau de ce champ-là. Donc, vous voyez, voyageur est de taille maintenant 3 et l'attribut, c'est unsigned. Retournons donc au niveau de notre table séjour pour refaire les mêmes étapes. Donc, en cliquant sur Vue relationnelle, j'introduis donc les caractéristiques de ma contrainte de clé étrangère. Pour la suite, je trouve que donc SQL me félicite avec cette requête. Donc la contrainte elle est bien faite et il me propose d'ajouter une autre. On doit ajouter une autre contrainte, mais cette fois-ci en utilisant une autre méthode, c'est-à-dire à travers le concepteur graphique. Toujours sous AG Voyage, donc ce menu ne sera affiché, le menu plus ici, ne sera affiché que si vous cliquez sur votre base de données, non pas les tables. Donc en cliquant sur notre base de données, en cliquant sur plus, en choisissant concepteur, on se trouve devant cette fenêtre portant les trois tables de ma base de données. Je cherche donc l'icône nouvelle relation dans le menu latéral. On s'intéresse ici à la relation entre logement et séjour. Donc au moment du clic sur nouvelle relation, un infobulle donc me dirige. Il me dit sélectionnez la clé référencée. Faites attention, vous devez ici cliquer au premier lieu sur la clé primaire de la table mère. Sinon, vous risquez donc de se trouver devant un message d'erreur. Et en cliquant sur code log dans la table logement, l'infobulle, le contenu de l'infobulle sera changé. Il me dit sélectionnez la clé étrangère.
Donc, lors du clic sur la clé étrangère, un petit formulaire s'affiche donnant la possibilité de préciser le type de la contrainte. Donc, je choisis on delete cascade, on update cascade, puis un clic sur OK pour, par la suite, on trouve nos deux contraintes qui sont créées. La première, FK underscore séjour underscore voyageur, créée en utilisant la vue relationnelle. La deuxième, séjour underscore FK underscore 1. Ce nom, il est introduit automatiquement par le concepteur donc, et qui est créé en utilisant le concepteur graphique. Donc, comme d'habitude, il me propose d'ajouter une autre contrainte et dans le cas, c'est bon pour les deux. Passons maintenant à la manipulation de la base de données. Question, insérer dans la base AG voyage les données suivantes. Donc, les données concernant la table voyageur, les données concernant la table logement et la table séjour. Pour ce faire, donc, je me rends sous ma base de données AG Voyage. On peut par exemple choisir de commencer par remplir la table séjour à travers l'onglet Insérer. Donc, ces données doivent être insérées dans la table séjour. Au moment d'un clic sur Exécuter, la table sera remplie et voilà, donc mes données seront bien insérées. À ce moment-là, une erreur. MySQL a répondu. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il me dit « cannot add or update a child row », c'est-à-dire qu'on ne peut pas donc modifier ou remplir une table fille avant les tables mères. Pour ce faire, donc pour remédier à cette erreur, on doit commencer par les tables mères. Donc vous avez le choix de commencer par logement ou bien voyageur. J'ai donc choisi au niveau de la base de données AG Voyage de commencer par la table voyageur. Donc on saisit ici au niveau de valeur les différentes données, puis on exécute, bien sûr grâce à l'onglet Insérer, on exécute et au moment de l'exécution, vous pouvez parcourir. Grâce à l'onglet Parcourir, vous pouvez donc voir les différentes données que vous avez insérées. Donc, dans la première ligne, les noms de mes champs et dans la suite, les différentes données de ma table. Passons par la suite à la modification de la structure d'une table. Dans la question, on nous demande donc, un agent commercial veut ajouter l'email de chaque client après le champ prénom à la table voyageur. Aidez-le à achever cette tâche, sachant que donc, email est une chaîne de 50 caractères et ça représente l'email d'un voyageur. Comment peut-on procéder? Donc, on sélectionne la base de données, ici notre base AG Voyage. On sélectionne la table en question, c'est la table voyageur. La structure de la table s'affiche tout en dessous des champs de la table. Donc, vous voyez ce petit truc-là, ajouter donc un nombre de colonnes et l'emplacement où vous voulez insérer ou ajouter votre champ. Dans la consigne, il me demande d'ajouter donc un seul champ après le champ prénom. Donc, on a déjà spécifié un et après, donc c'est pour spécifier l'emplacement. Et enfin, on exécute. Et à ce moment-là, donc ce formulaire me donne la possibilité d'introduire les caractéristiques de mon nouveau champ. Donc, mon champ porte le nom email, type varchar, taille 50. Je valide en cliquant sur enregistrer. À ce moment-là, voilà, la modification est bien faite. Vous remarquez donc l'ajout de email après prénom.
Aussi, donc, SQL me félicite à travers cette requête. Donc, il me dit la table voyageur a été modifiée avec succès. Alors, passons maintenant à la manipulation pratique de ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on est devant l'interface de PHP MyAdmin. Donc, vous voyez ici les paramètres d'affichage au niveau de la langue. Vous pouvez ici changer la langue de votre interface. Donc, thème, vous pouvez retourner au thème original. Vous voyez ici qu'il m'affiche le thème original. Donc, ce sont des actions simples. Vous pouvez travailler sur l'original ou le thème affiché par défaut. Alors, commençons par la création de notre base de données. Je clique « Nouvelle base de données ». Je saisis le nom de la base. Ici, c'est AG, voyage. Alors, je choisis l'interclassement. Donc, je cherche l'UTF-8 général CI. UTF-8. Voilà. Et je valide en cliquant sur Créer. Voilà, notre base est créée. On suppose que la table Voyage est déjà créée. Je passe à la création de la table Logement. Alors, la table Logement comporte donc 5 champs. J'exécute. Je me suis devant ce formulaire. J'introduis donc le premier champ de la table. Donc, le champ, c'est code log. Type varchar. Taille 4. Alors, c'est la clé primaire de la table. Je valide en cliquant sur Exécuter. Je passe au champ suivant, c'est le champ nom, type varchar, taille 30, le champ type varchar, taille 10, lieu, varchar, taille 30, et enfin, activité, type varchar aussi, et de taille 10, sans oublier de spécifier le moteur de stockage. Ici, on doit choisir InnoDB. Donc, on a déjà spécifié au niveau du cours que InnoDB accepte les transactions et les clés étrangères. Je valide par enregistrer. Donc, en cliquant sur enregistrer, vous pouvez voir une structure générale de notre table. Passons à la création de la table séjour en cliquant directement sur nouvelle table. Ici, donc, dans ce champ-là, je spécifie le nom de la table, c'est la table séjour. Séjour. Alors, donc ma table comporte 5 champs. Ici, on a 4 colonnes. J'ajoute une. Voilà, donc il m'insère une autre colonne, comme vous voyez. Le premier champ, c'est ID voyage, ID séjour. Donc, c'est un entier de taille 3 et ça représente la clé primaire de la table.
exécuté. Le deuxième, donc supposons qu'on a déjà créé la table voyageur, ID, voyageur, int, taille 3. Le troisième, code log, varchar, taille 4, date entrée, type date, voilà, date sortie, aussi de type date, voilà. Donc, passons au moteur de stockage. Je spécifie le moteur, mon moteur InnoDB, j'enregistre et voilà une structure générale de ma deuxième table séjour. Je passe à la création de contraintes de clés étrangères au niveau du code log parce que donc on a supposé qu'on a créé la table voyageur donc pour une contrainte de temps. Donc au niveau de code log, on peut trouver le mot index à côté de modifier comme c'est déjà vu au cours de la leçon tout à l'heure, ou vous pouvez trouver, si le mot index ne figure pas ici à côté de ces commandes, vous pouvez le trouver donc dans ce flèche dirigée vers le bas à côté du mot plus. Donc je cherche ici index, je trouve ma commande désirée, je clique sur index. Donc ici, une fenêtre s'affiche. Il me dit, faut-il vraiment exécuter alter table séjour add index code log? Je confirme avec OK. Donc remarquez l'apparence de cette clé grise. Donc ici, de même, dans la table d'index, code log, vous voyez qu'il figure dans la table d'index. Après le choix d'index, je clique sur Vue relationnelle pour créer ma contrainte de clé étrangère. Donc, on commence par spécifier le nom de la contrainte, FK pour dire Foreign Key, donc séjour, formant la table fille, underscore, logement, formant la table mère. Le type de la contrainte, c'est on delete cascade, on update cascade. Donc la colonne qui supporte la clé étrangère, donc ici c'est code log. On est au niveau de la base de données AG voyage. La table mère, c'est logement. Et sa clé primaire, c'est code log. Par la suite, on valide par enregistrer. Et voilà, notre contrainte de clé étrangère a été bien créée. Donc ici, SQL me dit la requête SQL a été exécutée avec succès. Et ici, il me propose d'ajouter une autre. Alors, passons à l'insertion des données de nos tables de notre base AG Voyage. Je vais commencer par la table Séjour. Un petit clic sur Séjour, un autre clic sur l'onglet Insérer et je commence par insérer les valeurs de ma table. Alors, ID Séjour 1, ID Voyageur par exemple 10, code log MC, date entrée par exemple date sortie, j'exécute. Vous voyez donc SQL n'accepte plus l'insertion des données
dans la table phi avant le remplissage de la table mère. Donc on doit au premier lieu donc remplir la table mère et on doit par la suite commencer par la table logement. Alors au niveau de la table logement, donc j'introduis si vous voulez le code MC, le nom, maison citronnier, citronnier, alors le type hôtel, lieu Hawaria, activité, voile et j'exécute. Voilà, tout est bien fait. Si je clique sur parcourir, je peux voir mes données que j'ai déjà introduites. Maintenant, je peux passer à la table séjour pour l'insérer. Je clique insérer. Donc, on commence par id séjour. Donc, j'introduis ma valeur. J'introduis l'identificateur id voyageur. Donc, code log MC. J'introduis la date d'entrée. Par exemple, je peux introduire le 22, donc tiré 05-2021. Je passe à la date de sortie. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit merci de saisir une date ou une heure valide. Faites attention ici, PHPMyAdmin n'accepte que le format anglais de date. Donc, il faut saisir une date valide. Alors, donc, je saisis ma date. Voilà. Donc, la date de sortie maintenant. C'est bon. Et en exécutant, donc, la table sera remplie. Ici, donc, il a accepté d'introduire des valeurs dans le champ ID voyage parce que la table ID voyage n'est pas créée. Donc, on a supposé que ID voyage est créé. Dans ce cas, il n'y a pas de relation entre séjour et voyage. Et par la suite, c'est la raison qui explique donc le passage avec succès dans notre cas. On finira la leçon par une évaluation. Donc, cochez dans les propositions suivantes celles qui sont valides. L'insertion de données dans une table phi peut être effectuée avant le remplissage de la table mère, ne peut être effectuée que si la table mère est remplie. La réponse, c'est on ne peut pas effectuer le remplissage si la table mère n'est pas remplie. Donc, on ne peut remplir la table phi que si la table mère est remplie. Deuxième question, soit dateness une colonne de type date. Le format de saisie accepté par PHPMyAdmin est 16-05-2021, 16/05/2021, 2021-05-16. On a déjà vu que PHPMyAdmin n'accepte que le format anglais qui se trouve dans la troisième proposition. Question suivante. Une colonne de type varchar doit obligatoirement avoir une taille. Eh bien oui, une colonne de type varchar doit forcément et obligatoirement avoir une taille. Soit salaire, une colonne de type décimal. Le format de saisie accepté par PHPMyAdmin est 550,950, 550.950, 550.950.
Donc, le choix valide, c'est le deuxième choix. Donc, on doit écrire les valeurs décimales avec la notation point. Donc, 550.950, c'est la réponse valide. Donc, notre leçon d'aujourd'hui est achevée. Je vous souhaite une très bonne révision. Restez fidèles à notre chaîne éducative. Je vous souhaite la pleine réussite. Merci et à bientôt.